Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère, comme d'habitude on commence avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve toujours dans l'extrême peur à 25. Du côté des marchés US, on se trouve toujours dans la zone de greed mais on commence à perdre quelques points ici à 58. Nous revoilà dans une zone plutôt creuse dans les news. Après les débords d'FTX, c'est pas plus mal, pas de grands mouvements au niveau des prix. Il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. Allez, le bon côté des choses, c'est que vous avez le zap pour vous faire passer le temps. Installez-vous confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau zapping. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Zap Crypto. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est au niveau des options. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. C'est que les options Bitcoin, c'est des gens qui parient sur le cours du Bitcoin à la fin du mois. Donc ça clôture le dernier vendredi du mois. Donc ça va clôturer fin décembre. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé les options, mais les options pour décembre, elles sont hyper intéressantes. C'est qu'on voit qu'il y a énormément de calls, donc de gens qui parient à la hausse, et d'ailleurs à la baisse c'est en rouge, autour de 18 000. Donc c'est là qu'il y a le plus de calls, et en général, ça a tendance à converger vers ce niveau-là. Donc là c'est intéressant au niveau des targets fin du mois. On serait plutôt entre 17, 18 000, 19 000 dans ces eaux-là. Donc par rapport au cours actuel, on verra, on est plutôt sur de la hausse et plutôt sur une hausse sympathique pour ce mois de décembre. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas regardé les options. C'est intéressant, ça donne une tendance. C'est des gens qui spéculent bien évidemment, mais ça donne des indications sur finalement les gros investisseurs, sur quel niveau ils jouent. Bien évidemment, ceux qui jouent à la baisse, ils vont chercher beaucoup plus bas, autour de 16 500. Il y en a pas mal autour de 16 000. Donc c'est toujours intéressant de regarder ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas partagé en tout cas les options. Donc en fait, quand tout bouge, ça attire toujours en fait de l'intérêt. Les médias, ils en parlent. Les investisseurs, ils vont toujours trouver en fait l'excuse de dire c'est génial parce que c'est les soldes, donc je vais pouvoir acheter plus bas. Les fameux buy the dip. Donc en fait, quand ça bouge, ça reste intéressant. Les médias, ils en parlent. Ça continue à attirer en fait du monde. Mais là où vraiment ça devient compliqué, c'est quand ça ne bouge plus. C'est quand pour le coup plus personne n'en parle, les médias en fait n'en parlent plus personne dans votre entourage en fait ne va vous en parler, et en plus les prix ne bougent plus, donc il y a même plus en fait de fameux buy the dip. En fait on a déjà buy the dip 15 fois auparavant, donc là on est déjà en fait sous l'eau et on attend jusqu'à rentrer en fait dans la fameuse phase de dépression, où là clairement en fait on se dit bon, ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Je pensais avoir acheté en fait un actif qui allait me rendre riche, qui allait être révolutionnaire, et en fait c'est mort parce qu'il ne bouge plus. Il n'y a plus aucun intérêt, donc c'est terminé. C'est fini en fait pour les crypto-monnaies. Et là c'est vraiment la phase de dépression. Et ce qui est également assez intéressant, c'est qu'après cette phase-là, on a la phase de disbelief, où en fait même quand ça commence à repartir et quand on commence à avoir un début en fait de signaux acheteurs sur les marchés, on n'y croit plus. On n'y croit plus du tout, et on aura tellement été massacré en fait par le marché, par les faux signaux, par les faux départs, que quand il y aura le vrai départ, on le prendra pas, on restera en dehors du marché, voire même on aura déjà oublié en fait pour le coup ce marché-là. Donc c'est vraiment ça en fait qui est le plus important, c'est comme toujours le temps, c'est vraiment la patience qui va au final écrémer, on va dire, les investisseurs qui sont encore présents pour vraiment qu'il ne reste que ceux qui ont été capables de suffisamment être patients pour ne pas vendre ou alors pour acheter vraiment au bon moment sans avoir à se précipiter à chaque fois qu'il y a une baisse. Voilà. On enchaîne avec notre très cher Sam Bankman-Fried, donc l'ancien CEO de FTX. On apprend via cet article de Cryptos qu'il change pour la 3e fois d'avocat. Et là, il prend les services donc de Mark Cohen, qui a notamment été connu pour sa défense de Ghislaine Maxwell, qui est reconnu coupable de trafic de mineurs aux côtés de Jeffrey Epstein. Donc des histoires assez complexes et sombres. Il a aussi déjà gagné un procès face à la Security and Exchange Commission aux États-Unis, donc la SEC, et Sam Bankman va très probablement avoir affaire à eux. Donc voilà, petit à petit, en tout cas, notre très cher Sam prépare sa défense contre les autorités qui, pour l'instant, semblent laisser plutôt tranquille, puisque des dernières informations qu'on a, il est toujours en liberté. Binance contre les mauvais récits à propos de FTX. CZ qualifie
SBF de l'un des plus grands fraudeurs de l'histoire. Bon, ça, il a peut-être raison, hein. Il a peut-être quand même raison. Donc, pareil, hein, à lire. Voilà, ces petites guerres entre les deux, hein, puisque tout de suite, on a accusé Binance rapidement de dire oui, mais bon, tu lui as mis un coup sur la tête en disant que tu te retirais, donc c'est un peu à cause de toi. Après... Lui, évidemment, CZ, il se défend de ça. Il dit non, de toute façon, moi j'ai dénoncé quelque chose, mais la réalité, elle est autre. Hein. Les truanderies, etc., c'était déjà fait. Et moi, j'ai pu juste me rendre compte de tout ça. C'est ce qu'il veut nous dire, en gros. Hein. Puis il a pas entièrement tort non plus, hein, mes amis. Et donc, les réserves de Bitcoin de Binance sont collatéralisées à 101% selon l'audit de Mazars. Bon, ça c'est pas mal. Hein. Mazars a conclu que les réserves de Binance de Bitcoin de Binance sont entièrement garanties après une vérification de preuves de réserve et de preuves de passif. Hein. C'est Binance qui a remis sur le tapis la preuve de réserve, qui existe déjà depuis longtemps, évidemment, mais qui a remis sur le tapis ça en disant, voilà, il faut qu'on arrive à garantir l'argent des gens, justement, qui rentrent dans la finance. Pourquoi ? Parce que sinon, bientôt, on n'aura plus personne. Donc, voilà, c'est une manière de faire. Et lui, donc, maintenant, évidemment, de son côté, il prouve ce qu'il a. Il prouve qu'il est solide, hein, pour ne pas perdre ses clients. Il a bien raison. Hein. New York qui déjà a fait une petite régulation express sur les mineurs de crypto-monnaies qui ont disparu de la ville. Maintenant, ils veulent payer la surveillance des entreprises aux entreprises. Donc tu te payes, toi, pour te faire surveiller. C'est quand même incroyable. Non, bah quoi, c'est éthique. C'est les subventions. Tu payes un impôt pour qu'on te protège. C'est comme quand aujourd'hui tu payes tes taxes en France et que tu as la police nationale qui te protège. Bah là, tu auras une institution financière, une institution d'État pour creuser tout ce qui est crypto et protéger l'utilisateur. Bonjour Peter, je m'appelle Don Moride. Je vais venir vous protéger et vous allez me verser des petites enveloppes, hein. Pour moi, c'est ça, c'est du racket. Ils viennent. Bon les gars, on surveille les transactions qui se passent chez vous, donc pour voir s'il n'y a pas un truc bizarre. C'est pour protéger vos utilisateurs, hein. Et notre salaire, vous allez le payer. Voilà, c'est incroyable. Tous les mois, ils vont venir chercher leur petite enveloppe. Comme à la belle époque de Little Italy, et puis voilà. Et ce qui est beau, c'est qu'ils vont prendre leur enveloppe chaque mois, mais que ça ne va pas éviter de les foutre dehors s'ils ont envie. Voilà, c'est ça qui est incroyable. C'est beau, quoi. En fait, c'est pour surtout voir si tu fais pas de la merde. Donc, quelque part, c'est bien pour l'utilisateur. Attention, on en rit, mais quelque part, l'utilisateur est beaucoup plus protégé. Mais par contre, pour se développer dans un milieu pareil, même si t'es legit, c'est la croix et la bannière, en fait. C'est juste ça qu'on... Non, t'inquiète pas, c'est adaptable. Parce que le montant, il est pas fixe. Il est justement dû à la taille de l'entreprise. Donc, plus elle sera grosse, plus elle va payer sa race. Oui. Et de l'autre côté, tu peux payer jusqu'à 5 échéances. Donc tu vois, ils ont même allégé, fait des traites. Paiement plusieurs fois sans frais. Paiement plusieurs fois sans... Mais oui. Rassurez-vous, voyons. Franchement, j'ai l'impression que les news en ce moment, c'est de plus en plus drôle. La plus drôle... Bah ça dépend pour qui. Peut-être ce qui est pour moi l'un des aspects les plus beaux de la communauté Web3, pas seulement celle d'Alira, mais en général, en tout cas celle d'Alira aussi, qui est on se dit les choses. Et ça, c'est profondément rafraîchissant dans l'époque où on vit. On se dit les choses. Quand ça va pas, on est très sévère quand ça va pas. Les différentes crises qu'il y a eu avec FTX, avec Celsius et Terra Luna, on sont une démonstration de à quel point il est important de dire quand ça ne va pas. Et donc du coup, ça c'est un point qui est pour nous crucial. On est très enthousiaste quand ça va bien, on est très critique quand ça ne va pas. Les gens se disent les choses, on n'a pas besoin de faire de sondage pour savoir que si ça va perdre, ça va bien. L'information nous arrive à la gueule dans le bon terme, dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire que on est en permanence nourri effectivement de tous ces signaux. Certains d'entre eux sont peut-être plus pertinents que d'autres, mais en tout cas ils sont là. Et ça, c'est un point qui est souvent pas très bien compris. Effectivement, Twitter en est l'émanation la plus criante de effectivement des gens qui s'expriment sans filtre. Ça peut être violent, ça peut être grave. Ça peut parfois même être un peu illégal et même très discutable, disons les choses clairement. Néanmoins, dans cette sauvagerie, il y a de l'information importante. Il y a une sincérité qui est très forte et qu'on ne retrouve pas forcément partout ailleurs. Et ça permet aux gens de grandir et d'avancer beaucoup plus vite. On aime en fait dans ces 12 semaines qu'ils fassent un projet de 6 semaines. Qu'ils organisent eux-mêmes de bout en bout, qu'ils fassent leur planning, qu'ils fassent leur Trello, ils fassent leur organisation, ils choisissent leur sujet, on leur donne des thématiques, mais c'est eux qui choisissent leur sujet quand même. On leur dit ça va, ça correspond à la certification, non là il faut que tu travailles là-dessus parce que c'est un peu léger, mais néanmoins ils sont très très libres de faire ce qu'ils veulent. Et globalement à la fin ils se sentent extrêmement grandis, et même des gens qui ont 40-50 ans et qui d'une certaine manière auraient pensé qu'ils avaient tout accompli, ils se disent
disent voilà, je me suis rendu compte que je peux refaire et que je peux surtout prendre plaisir à refaire des choses que j'ai eu le sentiment d'avoir fait pendant 20 ans, mais dans un contexte complètement différent. Moi, je me souviendrai toujours, il y avait des soutenances comme ça où bah voilà, il y en avait un qui avait 60 ans, l'autre il avait 25 ans. Ça aurait pu être son père, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il y avait une complicité entre que je ne voyais pas, je ne vois pas ça dans beaucoup d'entreprises ordinaires où t'as une espèce de frontière générationnelle qui parfois est un peu triste. Et en fait, quand tu mets des passionnés sur un sujet qui les passionne, et c'est ça qui est magnifique pour moi dans le Web 3, et c'est pour ça que ces discussions sont parfois houleuses, c'est que tout s'efface, l'âge, la culture, la religion, les opinions politiques d'une certaine manière s'effacent aussi, énormément de choses s'effacent, on vit une aventure, on vit le fait de se dire qu'on peut rendre le monde meilleur, et on a à peu près tous une vision assez saine de ce qu'est un monde meilleur, et à ce moment-là, effectivement, la technologie est juste un moyen pour accomplir ces choses-là. Les institutionnels toujours confiants dans la crypto-monnaie à long terme. Selon Coinbase, ils ont fait une étude et on s'est rendu compte que les institutions n'ont pas perdu tant confiance que ça. La réalité, et je vous le dis, il y a eu quelques ralentissements, il y a quelques gens qui ont paniqué, mais ce qu'on se rend compte principalement, c'est qu'il y a surtout beaucoup d'institutionnels qui veulent investir dans les cryptos et qui avant trouvaient ça trop cher. Maintenant, avec un Bitcoin à 16 500, le point d'entrée est bien plus intéressant, surtout qu'on garde souvent un petit peu de liquidité pour racheter si ça descend encore plus bas. Bref, l'étude a ainsi été réalisée durant cet hiver crypto, mais avant l'effondrement de FTX. En outre, les investisseurs institutionnels qui ont participé à cette enquête pèseraient environ 2600 milliards. Les résultats de l'étude ont révélé que 62% des participants ont investi dans les crypto-monnaies et auraient augmenté leur allocation de cette classe d'actifs durant les 12 derniers mois. 12% les auraient diminués. Enfin bref, avant FTX, et ça, j'aimerais bien voir si c'est après FTX. Quel impact a eu FTX en attendant les résultats? D'accord, donc il va y avoir encore une nouvelle étude pour voir si ça a changé. Plutôt intéressant. J'ai une question sur certaines monnaies des pays d'Amérique latine qui, pareil, sont indexées sur le dollar des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a le même problème et le même style de débat par rapport à ces monnaies comme le peso dominicain, ce genre de choses? Alors, je serais incapable de vous répondre parce que je connais pas du tout la situation. Je suis pas qualifié pour vous parler de l'Amérique latine que je n'ai pas assez étudié. En revanche, il y a un pays que j'ai un petit peu étudié, c'est le Venezuela qui a une politique de contrôle des échanges qui est ultra autoritaire, avec en plus une inflation délirante. Et ce qui se passe avec un système de contrôle d'échange et un taux fixe, c'est que vous avez en fait un marché noir qui généralement dans ces pays émerge parce que le taux de change fixe qu'imposent ces pays par rapport au dollar est un taux de change fixe qui généralement est complètement irréaliste. Et quand vous avez par exemple une monnaie vénézuélienne qui est dépréciée de je ne sais pas combien de pourcents parce que la planche à billets a été activée généreusement, ce qui se passe, c'est que le taux de change officiel en fait n'est pas respecté par les agents économiques parce que personne n'est assez fou pour acheter $1 au prix que le gouvernement vénézuélien l'a fixé, alors qu'on sait très bien que ce prix n'est pas réaliste. Donc ce qui se passe généralement dans ce pays-là, en tout cas pour ceux que j'ai étudiés, c'est que vous avez les mêmes problèmes. Vous avez en fait une pénurie de devises, de dollars, parce que le dollar est complètement sous-évalué par rapport au taux de change fixe que les gouvernements d'Amérique latine imposent généralement, en tout cas pour le cas du Venezuela, mais ça ne me choquerait pas de voir des situations similaires dans d'autres pays qui ont des pratiques similaires, parce que les taux de change fixe, ça n'a jamais marché nulle part. C'est vraiment une bêtise, mais ça on le sait depuis très longtemps, et pour des raisons qui m'échappent, on continue à en faire usage dans les pays en voie de développement. En fait, ça marche que s'il y a une discipline monétaire très forte, mais cette discipline, elle n'existe pas, quoi. Donc, le système ne fonctionne pas. Le Nigeria qui nous montre comment pourrait se passer l'adoption des MNBC dans le monde. Mais tout d'abord, je vous rappelle qu'en octobre 2021, le Nigeria avait lancé sa monnaie numérique, le INERA. Mais pourquoi ont-ils été aussi rapides alors que le reste du monde est majoritairement toujours en phase de test sur leur MNBC ? Eh bien, tout simplement car en raison des difficultés pour accéder à des services bancaires, la population s'est progressivement tournée vers Bitcoin et les autres cryptos. Et d'après les chiffres de Chainalysis, le Nigeria se situe en 11e position des pays où l'adoption des cryptos est la plus importante durant l'année 2022. Et à titre de comparaison, la France se situe en 32e position dans ce classement. Donc au final, pour tenter de freiner la progression des cryptos dans le pays, le gouvernement nigérien a accéléré le déploiement de sa MNBC, mais force est de constater que le succès n'est pas vraiment au rendez-vous car il n'y aurait que 0,5% de la population à avoir adopté le INERA. Et pour tenter d'augmenter cette adoption, cet été, ils ont introduit la technologie USSD qui, en gros, permet de créer simplement un portefeuille INERA avec un simple SMS.
Mais visiblement, la population continue de se désintéresser du INERA, car on apprend aujourd'hui que la banque centrale qui, en passant, avait déjà plafonné les retraits aux distributeurs à $338 par jour pour les particuliers afin de favoriser sa politique du Nigeria sans espèces, va désormais encore abaisser ce plafond qui sera maintenant à $45 par jour, le but étant de diminuer le cash en circulation dans le pays, mais également de forcer la population à se servir du INERA. Au final, bien sûr, la situation économique du Nigeria n'a rien à voir avec la situation économique d'autres pays comme en Occident par exemple, mais on a peut-être là un avant-goût de comment d'autres gouvernements forceront la population à utiliser leur MNBC. La Banque centrale espagnole va expérimenter les CBDC. CBDC, ce sont les monnaies numériques d'État. On sait bien que le monde entier maintenant n'a qu'une envie, je pense, c'est de supprimer, que ça soit n'importe quel pays, c'est de supprimer tout doucement le papier par une monnaie numérique. Ça arrangera beaucoup de choses. Et puis c'est dans la norme. Pourquoi le monde avance, l'informatique. On sait bien que des vieilles traditions comme ça. Les choses passent. Et donc on aura de la monnaie numérique pour tout le monde, on le sait bien. Et puis les États ont bien compris aussi que quelque part la monnaie numérique, et toutes les banques ont bien pigé ça aussi, c'est que la monnaie numérique permettra quand même de contrôler vraiment beaucoup plus l'argent, puisque là on sait tout avec ça, puisque ça passera par des blockchains. Tout ce monde qui a été amené à la base quand même par la DeFi, par Bitcoin, par la blockchain Bitcoin, par toute une équipe, Satoshi Nakamoto, etc., eh bien, c'est des banques centrales maintenant qui veulent profiter de tout ce système, mes amis. Ça, faut pas l'oublier, que ça soit tous les pays, ils veulent profiter de ce système, et une fois qu'ils seront bien qu'ils auront bien digéré tout le système, savoir vraiment comment ça fonctionne, qu'ils auront ces monnaies numériques en ligne, ils pourront contrôler encore plus les choses. Et je me demande si la DeFi va pas en souffrir énormément. Et donc on verra bien ça, on avancera là-dessus, on verra les avantages, les inconvénients. De toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Mais c'est pas pour ça que va disparaître la DeFi. Je vous mets des liens, je vous mets les liens à chaque fois que je vous dis quelque chose, je vous mets les liens de l'article où j'ai été le chercher, et puis des liens comme là, il y a un lien sur la banque. Vous pouvez traduire tout ça, ceux qui parlent espagnol, c'est très bien. Sinon, vous traduisez, il n'y a pas de problème. Parlons maintenant de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne. On a Fabio Panetta qui vient de faire une série de déclarations. Fabio Panetta, c'est un membre du comité exécutif de la Banque centrale, donc c'est l'organe responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire de la zone euro. Donc on retrouve bien sûr Christine Lagarde dans ce comité exécutif, mais aussi Fabio Panetta. Et il vient de faire tout un discours sur les crypto-monnaies et sur un certain nombre de choses en lien avec les crypto-monnaies. Bien sûr, ils sont contre les crypto-monnaies, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il dit en fait que les crypto-monnaies qui consomment trop d'électricité, qui ont un impact, on va dire, qui ont une empreinte écologique trop élevée, devraient être bannies, devraient être interdites. Il y a une petite notation pour dire que pour l'instant, le règlement de MiCA ne prévoit pas l'interdiction, mais voilà, il prévoit de réétudier plus tard cette pollution entraînée par les crypto-monnaies Proof of Work. Donc on voit bien que que la Banque centrale européenne est toujours vraiment anti-crypto. Ils appellent même à l'interdiction de tout ce qui est Proof of Work. Heureusement, le Proof of Stake n'est pas concerné, donc la plupart des crypto-monnaies restent en Proof of Stake, mais en Proof of Work, on a quand même le Bitcoin, on a le Litecoin, on a le Dogecoin, donc on a quand même un certain nombre de crypto-monnaies, et la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin reste en Proof of Work. Les conclusions, je vous les passe, mais c'est toujours, c'est les crypto-monnaies, c'est juste une bulle, c'est juste un moyen de faire du pari, c'est juste un casino en fait. Et il est urgent de réguler tout ça. Et la solution alternative, bien sûr, il a la solution pour nous qui va remplacer les crypto-monnaies, et c'est les monnaies numériques des banques centrales, Digital Central Bank Money. Donc il est juste en train un peu de prêcher pour sa paroisse et de dire les monnaies numériques des banques centrales vont venir et sauver tout ça. Moi je vois surtout quelqu'un qui se sent menacé par les crypto-monnaies. Et après la sobriété énergétique qui était le grand feuilleton de l'automne, d'ailleurs ça continue, tout le monde se demande où tomberont les prochaines coupures de courant. Ah non, on dit délestage. Eh bien, maintenant on commence à se demander s'il ne va pas falloir également faire preuve de sobriété alimentaire, puisque le groupe agroalimentaire
Cofigeo, ça ne vous dit rien? Mais si, ce sont les marques Williams Sorin, Petit Jean, Garbit. Eh bien, Cofigeo annonce réduire de 80% sa production, ça pourrait même aller jusqu'à moins 100% pendant les fêtes. Et Cofigeo a averti les salariés de ses filiales qu'il fallait qu'ils se préparent à des formules de chômage partiel long. Alors pourquoi Cofigeo cesse-t-il de produire? Parce que ce n'est plus rentable. Comme vous le savez, le principe d'une conserve, c'est que ce sont des aliments qui sont bouillis. Et aujourd'hui, faire bouillir, ça coûte beaucoup trop cher, surtout que les boîtes de conserve ont des marges relativement faibles. Et les prix offerts par la grande distribution ne permettent donc plus à Garbit, Petit Jean, Williams Sorin de produire des aliments rentables. Alors je vous parle de sobriété alimentaire parce que ça ne va pas évidemment se résumer aux seules boîtes de conserve. Tous les légumes produits en serre et des serres qui sont chauffées à l'électricité ou au gaz ou au fioul, ces légumes vont revenir également beaucoup plus cher. Tous les aliments conservés dans ce qu'on appelle des atmosphères contrôlées, autrement dit climatisées, les chambres froides, tout ça va également coûter beaucoup plus cher. On a du kilowatt maintenant qui est vendu jusqu'à 1000 € contre une soixantaine d'euros il y a un an. Bref, on comprend que pour l'alimentation, on n'est pas prêt de voir rebaisser l'inflation. Ce qui n'empêche pas les marchés de faire comme si tout ce que je vous décris n'existait pas. Et puis, semaine prochaine, on aura le CPI le mardi et la conférence de presse de Powell pour la prochaine hausse des taux le mercredi. Donc cette semaine, ça devrait pas trop bouger. Alors, attention, ils sont arrivés en bande, en force, pour montrer que la situation est grave. On a Goldman Sachs, JP Morgan Chase et Bank of America qui ont averti hier, je cite, sur une probable contraction de l'économie américaine l'an prochain. C'est ça qui a fait baisser les marchés. C'est que si ces trois gros-là se mettent d'accord, déjà ils ont du mal à se parler, mais s'ils se mettent d'accord pour dire attention, contraction probable de l'économie américaine l'année prochaine, les taux sont un peu trop élevés. Donc c'est quoi une contraction? C'est une récession. Si vous avez une contraction pendant 3 trimestres, vous êtes en récession. Voilà, tout comme si vous faites une contraction de votre bras pendant 3 secondes, vous passez pour un con sur YouTube. C'est à peu près la même chose. Donc, ils avertissent, donc c'est pas bon forcément si JP, Goldman et BOA se mettent à annoncer ça fait peur au marché et donc ça a tendance à descendre. Ça fait 2 jours qu'on parle des mêmes choses encore et encore. On ressasse les mêmes nouvelles. J'ai l'impression que si on lisait la presse de mercredi matin et celle de ce matin, eh ben on aurait plus ou moins les mêmes thèmes, les mêmes histoires. D'ailleurs, je soupçonne que c'est carrément les mêmes articles. On raconte les mêmes choses. Donc en ce moment, on entend surtout les banques d'affaires qui sont en train de faire le tour des popotes pour expliquer ce qu'ils pensent de l'année prochaine. Donc encore une fois, on n'en sait rien puisqu'ils ont été faux en 2022. Il n'y a pas de raison qu'ils soient justes en 2023 après tout. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, et vous le savez déjà, puisqu'on en a déjà parlé hier, c'est que 2023 sera une mauvaise année. Encore, de plus en plus de gens parlent évidemment de récession, ça devient carrément une évidence. D'ailleurs, vous avez un chart qui s'affiche devant vos yeux à l'instant, eh bien, c'est l'inversion de la courbe. Alors, vous vous souvenez de cette fameuse inversion de la courbe? On connaît quand il y en a un qui passe en dessous de l'autre, ça veut dire que c'est la récession. Eh bien, aujourd'hui, le 2 ans et le 10 ans américain, qu'on voit sur le graphique, n'ont jamais été aussi inversés, entre guillemets. La profondeur de l'inversion de la courbe n'a jamais été aussi grande que depuis 1981. Donc ça date un petit peu. Pour être très franc, je m'en souviens pas. Puis pour être encore plus franc, en 81, je me foutais pas mal de ce que faisaient les marchés financiers. Au niveau des indices de volatilité, VIX baqué sur l'SP500, le move sur les obligations. Donc le VIX a un petit peu chauffé hier avec un SP500 qui a pris sa grosse cartouche. Et là, oui, donc officiellement, on peut dire qu'il s'est passé ce qu'on disait pendant des semaines et des semaines. On était là, on parlait de là. Et puis, donc tu vois, comme quoi on dit pas que des conneries.
On s'est fait rejeter par cette trendline. Maintenant, on attend de voir si on pète ce niveau-là, où on est exactement maintenant. C'est-à-dire si aujourd'hui, demain, en premier, on fait du rouge, qu'on pète ça. Direction ce niveau-là, si on pète direction ce niveau-là, si on pète, ça sera les enfers profonds des nations pour tout le monde. Marché tradit et marché crypto, c'est-à-dire le Bitcoin, il va cogner cette trendline-là et bam, dans sa tronche, pardon, pour vos oreilles. Au niveau de la vue journée, on voit que pour le moment, on n'est pas repassé au-dessus du ruban en vue journée, des moyennes mobiles exponentielles, donc pas de signal d'achat. On voit qu'on est en tendance latérale, hein, entre, on l'a déjà dit, 15 800$ environ, la bande basse de Bollinger, et ici les 17 300$. Pour le moment, pas de breakout de Bollinger. Tant qu'on n'a pas breakout, en fait, les 17 400, 17 500... Il faut un rallye aussi avec des gros volumes pour effectivement conclure à une Bart Simpson inversée pour revenir chercher le niveau des 19 000$. Pour le moment, on n'est pas dans ce scénario. On est plutôt dans une continuation, dans une consolidation, dans une sorte de range entre ces deux niveaux, 15 800 et les 17 300$. Au niveau maintenant des tracés chartistes, on voit qu'effectivement un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, on fait une sorte de canal en fait ascendant qui correspond en fait à un drapeau, hein. Mouvement entrant baissier, on fait un drapeau pour potentiellement poursuivre la baisse sur cassure confirmée du bas de drapeau, c'est-à-dire du niveau de MM20 en vue journée et de MM100 en vue 4 heures situé à 16 600$. Je suis avec Gaspard Giroux, qui est le CEO et le fondateur de Mira. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots ce qu'est Mira ? Alors Mira est un métavers hyper réaliste. On déteste l'appeler métavers, mais en fait c'est un monde immersif, c'est un monde virtuel en 3D qui permet à des créateurs de publier leur contenu. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Mira, peut-être le nombre d'employés, ce genre de choses ? Alors on est une équipe de cœur de 35 personnes réparties sur plusieurs pays, pas mal à Paris, pas mal à New York et le reste de l'équipe dans l'Europe. Au moins 7 nationalités, ouais. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on est actuellement au premier étage de la Tour Eiffel, c'est un bâtiment emblématique. Pourquoi avoir choisi la Tour Eiffel pour la soirée de lancement ? Alors pour deux raisons. La première chose, c'est qu'on a de façon extraordinairement passionnée avec la Tour Eiffel créé un jumeau numérique de la Tour Eiffel et puis on fait le lancement en connectant Paris et New York, les deux villes qu'on a recréées dans Mira. Et dans ce contexte-là, on a trouvé qu'un endroit aussi iconique que la Tour Eiffel et le World Trade Center permettait de relier les deux villes. Ensuite, très intéressant de la part de l'écosystème Ultra qui peut possiblement faire pas mal de choses dans le futur. On en a parlé, je crois, hier ou avant-hier. Mais en tout cas, sachez que voilà, ils ont release du coup le jeu de la licence Marsupilami qui s'appelle donc Ooba Adventure, donc Ooba. Vraiment plutôt cool. On peut accéder à la bêta via les liens ici. Donc je pense que ça peut vraiment être un chouette truc. En tout cas, ça me fait beaucoup penser un peu au Donkey Kong Country, aux choses comme ça. C'est très très propre. J'aime beaucoup. Donc du coup, à voir. À voir. Et enfin, la dernière actualité de cet épisode concerne un jeu qui ressuscite d'entre les morts grâce à la blockchain. Et ce jeu, c'est Kingdom Under Fire A War Heroes. Et la news ne concerne pas uniquement ce jeu, en fait. Alors, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, ce jeu, c'est un RTS. Vous avez remarqué que le jeu est dégueulasse, hein ? Et ben, c'est tout simplement parce qu'il est sorti en 2001. Et les serveurs du jeu ont été coupés en 2008 puisque voilà, ça coûtait trop cher par rapport au nombre de joueurs, etc. Et en plus, ce jeu à l'époque avait rencontré vraiment un gros succès apparemment, notamment en Asie, où il était vraiment placé comme le seul concurrent sérieux de StarCraft. Donc c'est pas rien. Et le jeu est désormais disponible gratuitement sur Steam alors que les serveurs avaient été coupés parce que ils se sont servis de la blockchain Game Chain. Enfin, en gros, la blockchain Locust Chain a une blockchain qui s'appelle la Game Chain. Je sais pas si c'est un nom officiel ou quoi. Mais en gros, c'est une blockchain qui permet tout simplement de décentraliser les serveurs des jeux multijoueurs. Donc, désormais, en se servant de cette blockchain-là, eh bien, les serveurs de jeux vidéo n'auront plus à être centralisés et les coûts n'auront plus à être assumés par les développeurs, mais ils seront assurés par le réseau. Et ça fait en sorte que plus aucun jeu multijoueur ne sera coupé avec des serveurs coupés, puisque les serveurs seront toujours online tant qu'il y aura des joueurs, en tout cas pour les utiliser sur la blockchain. Et ça, c'est une sacrée révolution quand même pour les jeux online, parce que année après année, eh bien, il y a des serveurs qui se coupent parce que le nombre de joueurs est trop faible par rapport à ce que ça rapporte
aux développeurs et par rapport aux coûts engendrés aussi pour faire tourner ces serveurs-là. Alors que là, on le voit sur ce schéma, avec la game chain de Locust Chain, eh bien chaque joueur est un nœud du serveur, et donc tant qu'il y a des nœuds pour faire tourner le serveur du jeu, eh bien le jeu restera en ligne. Et ce sera aussi un moyen, du coup je me suis pas plongé techniquement sur le fonctionnement de cette blockchain, etc. Mais j'imagine que n'importe qui met à disposition son ordinateur pour faire tourner des serveurs de jeu, eh bien se voit récompensé par un token. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour l'industrie du jeu vidéo et c'est encore une fois une utilité flagrante de la blockchain dans cette industrie du jeu vidéo. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.